Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette 246e rencontre VLEEL. Et cette fois, on est en binôme avec Léa, celle qui dirige le Picabo River Book Club. On est en partenariat avec Léa aujourd'hui, et donc on va co-animer cette rencontre. On va se séparer les livres en deux. On vous en parlera tout à l'heure, mais avant, on va déjà introduire la rencontre avec quelques questions pour Kimi Cunningham Grant, qu'on reçoit avec plaisir ce soir, qui a donc deux romans qui sont sortis en France, Les Rancoeurs et la Terre, qui est sorti récemment en avril aux éditions Buchet Chastel, et Le Silence des repentis, qui vient de sortir en poche chez 10-18, et dont on a le plaisir de recevoir donc pour ces deux livres-là. La traduction est assurée par Alice Delarbre et je pense qu'on peut la féliciter aussi parce que sans elle, on n'aurait pas pu avoir accès à ces deux ouvrages et à cette autrice-là. Alors pour commencer, Kimi, j'aimerais vous poser une question sur la poésie parce qu'apparemment vous êtes poétesse et vous avez déjà reçu deux prix en matière poétique. Euh, et j'aimerais savoir tout simplement quel est le rôle de la poésie dans votre vie et surtout comment vous l'envisagez à travers le roman noir. So, Kimi, we would like to start with asking you about poetry. You're a poet, and you've received award for this for your work. What is the importance of poetry in your life, and in how do you insert it into a suspense, a mystery novel? Mhm. Um, I did kind of start my writing career as a poet. Those were my first publications. And I still read poetry. I don't really try to write it anymore now that I'm writing novels, but I still read it because I think poetry asks me or reminds me to pay attention to each word. That you are working with such tight parameters in poems that every word really needs to count. And so I want every word to count. I don't want to have superfluous language in my books, but I also I read my work aloud to myself because I want there to be sort of a musicality to the words. I don't know if it comes across when it's translated, but that's kind of a goal of mine that the words, that the sentences have sort of a musicality to them. Oui, en effet, j'ai commencé ma carrière en tant que poète et mes premières publications étaient de la poésie. Aujourd'hui, j'en lis toujours, mais je n'en écris plus depuis que j'ai commencé à écrire des romans. Mais la poésie est importante pour moi parce qu'elle me demande de me rappeler que tous les mots comptent et qu'il n'y a pas, ça m'aide à me rappeler qu'il n'y a pas de place pour la superficialité dans ce que j'écris. Je lis beaucoup à voix haute ce que j'écris et la musicalité des mots est très importante pour moi. Je ne sais pas si ça se voit tellement à la traduction, mais je fais vraiment attention à cette notion de musicalité dans mon écriture. Et on précise que la traduction, là, ce soir, est assurée par Maylis de Lajugie, qu'on remercie comme à chaque fois, à chaque rencontre, parce qu'elle le fait merveilleusement bien. Léa. Oui. Alors, tout d'abord, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rencontre organisée avec Anthony. Hello, Kimi Cunningham Grant. It's a great honor, a pleasure to meet you. Thank you so much for your two amazing novels. I can't wait to read the next one, and we hope you will enjoy this interview. Et donc, pour rester quand même dans la fluidité de la traduction, je vais poser mes questions en français. Et ma première, c'est, pourriez-vous nous parler de votre parcours? Comment et pourquoi êtes-vous devenu écrivain? So Kimi, first, Leah would want to know how and why did you become a writer? I think, when I was my mom taught me to read very early, so I was reading even before school. And then in second grade at my school, I had a teacher who challenged us to write a lot of creative writing. He would challenge us to write poems and stories, and so even from age 7 or 8, I started thinking about stories and how to put together
a piece of fiction. So I think I thought about it really early. And I thought about trying other careers, and then I did end up landing in as a writer, which I feel very, very lucky and thankful to be. Il se trouve que ma mère m'a appris à lire très tôt, avant l'école, donc donc j'étais déjà lectrice et en second grade, qui est l'équivalent du CE1, un professeur nous a beaucoup encouragés à écrire de la fiction, de la poésie, des histoires. Donc dès l'âge de 7-8 ans, j'avais déjà ce bagage d'écrire, d'essayer en tout cas de mettre ensemble des mots pour faire de la fiction. J'ai essayé d'avoir d'autres carrières qu'écrivain et finalement je suis toujours retombée là-dedans et je me sens très chanceuse d'être écrivaine aujourd'hui. Et nous, on est ravis qu'elle le soit pour pouvoir lire ses romans. Euh, Moi, ce que j'aimerais savoir également, c'est que quand vous débutez un roman, quand vous décidez d'écrire un roman, quel est l'élément déclencheur qui se crée en premier? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est justement la trame narrative? Est-ce que ce sont les personnages? Est-ce que ce sont les thématiques ou les enjeux? Puisque les deux romans qu'on a eu traduits en français développent des enjeux particuliers. Qu'est-ce qu'il se crée en premier chez elle? And Anthony says he's very happy that you are a writer and that we get to enjoy your books. And he wanted to know, how do you start a novel? What is the trigger to the novel? Is it the stories? Is it the characters? Are the themes the main element to start the story? So how do you start, and which element is the first one? That is a great question, and thank you for your kind words too. But it sort of depends. With this one, which is different in France, I'm not sure how to pronounce it, but with that novel, I sort of knew that I wanted to write a story about a conflict over land, and I think. My husband and I were walking and we saw a sign that this land farm was going to go up for sale, and it was going to be divided into lots of little properties. And that just got me thinking about, land and the importance of home and place and land for people. So that's where I started with that book. With the other book, These Silent Woods, it was different. I had this idea of a character who had Maylis, do you want me to stop so you can translate that answer? No, I'm absolutely fine. No worries. Okay. With These Silent Woods, I had an idea. I had written a short story about a man and an infant daughter, and I submitted it to maybe 50 journals in the US, and they all said no. They all rejected it. But some of them wrote little comments on it saying, it was close, or we kind of liked it, but sorry to pass. So I thought, well, there's something worthwhile in there. So, and then I kind of re-entered it and stopped thinking and trying to make it a short story and just turned it into a novel from there. And I had a vision in my head of a person with long red hair who would be in the book, and I don't want to spoil that book. I don't know who's read it or not, but I knew that that person was going to be in the book in one way or another. So once I figured out that short story could maybe be the new novel, that was sort of how that started. And my new novel that is almost done, it's very close to being done. I just turned it in 2 days ago. With that, I sort of had this idea of a young woman finding out that an old friend had disappeared, and I wanted her to have to go into the woods looking for that missing friend, and she was going to go in at the request of an ex-boyfriend. So I didn't know anything beyond that. That was just my kind of where things started. It was very, very vague, and it didn't end up straying too far from that, but that was where it started. Sorry, Maylis, that's a lot to translate. I'm absolutely fine, no worries. Okay.
Alors, ça a été différent suivant les romans. Pour Les Rancoeurs et la Terre, j'avais en tête l'idée du conflit terrien, en fait, du conflit sur la terre et les propriétés. Et un jour, je marchais avec mon mari et j'ai vu une ferme à vendre qui allait être divisée en 2 lots. Et ça m'a fait penser à l'importance de la terre, de la propriété, de l'espace du foyer. Et c'est de là que c'est parti. Pour Le Silence des repentis, ça a été différent. J'avais une idée de personnage. En fait, au départ, c'était une nouvelle sur un homme et sa jeune fille, sa petite fille. Et j'ai écrit cette nouvelle qui a été ensuite, je l'ai envoyée à environ 50 journaux, publications aux États-Unis et tous l'ont rejetée. Mais certains avaient mis des petits commentaires pour dire, ah, on n'était pas loin, on a aimé, mais ce ne sera pas pour cette fois. Et ça m'a encouragée à continuer. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose là-dedans. Et j'ai voulu développer. Tout s'est débloqué en fait quand je me suis rendu compte que ça allait pas être une nouvelle, mais plutôt un roman. J'avais aussi en tête, juste vraiment une idée en tête d'une personne avec des longs cheveux roux qui serait dans cette histoire et je l'ai incorporé comme ça. Et voilà, tout a été différent quand je me suis rendu compte que ce serait pas une nouvelle, mais vraiment un roman. Et pour le nouveau roman que je viens de rendre il y a 2 jours, ça a été encore différent. J'avais en tête l'idée d'une jeune femme dont une vieille amie aurait disparu et qui serait demandée, enfin, à qui son ex-petite amie demanderait de l'aider à la retrouver. Donc c'est parti comme ça d'une manière très vague et à l'arrivée finalement c'est assez proche. Donc voilà, ça a été une expérience différente pour chaque roman. On parlera de ce prochain roman par la suite. Moi, j'aimerais beaucoup savoir, en fait, votre travail a été salué par des grands noms de la littérature américaine. Je pense notamment à Ron Rash. Est-ce que vous pourriez nous donner vos propres écrivains et romans préférés, notamment en littérature américaine? So your work has been celebrated by many great authors from the US, including Ron Rash. Leah wants to know who are your favorite writers in general, and especially in the US. Okay. I do really admire Ron Rash, so I was very, very surprised and honored that he blurbed my book. Probably my favorite living American writer is Anthony Doerr, who wrote All the Light We Cannot See and Cloud Cuckoo Land. I just think he is brilliant. So he's probably my favorite. I recently read Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. That was also a favorite. I loved Where the Crawdads Sing by Delia Owens. And I also really admire Hannah Tinty, who wrote The 12 Lives of Samuel Hawley. I'm a fan of Lily Brooks Dalton, who just wrote The Light Pirate here in the United States a few months ago. It came out. Yeah, there are just so many. Alors déjà, j'aime vraiment beaucoup, j'admire énormément le travail de Ron Rash et j'ai été extrêmement surprise, très honorée qu'il parle de mon livre de cette manière. Aux États-Unis, alors j'aime beaucoup le travail de Anthony Doerr, que je trouve absolument brillant, qui est donc publié en France chez Albin Michel. Le tout dernier, c'est La Cité des quelque chose et des oiseaux, qui a eu il me semble, le prix de littérature américaine. Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin, qui n'est pas traduit en français. Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, un autre livre qui n'est pas traduit en français. Et ensuite, Lily Brooks Dalton, The Light Pirate, qui n'est pas encore traduit en français, mais qui sera traduit aux éditions Gallmeister, il me semble, l'année prochaine. Alors, merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on va se focaliser maintenant sur Le Silence des repentis, qui est publié maintenant en poche chez 10-18 et traduit par Maylis de Lajugie. Ma première question, c'est comment vous définiriez votre roman? Est-ce plutôt un polar, un roman social, un roman de nature writing ou un mélange justement entre tous ces genres? So now we are going to focus on The Silent Woods, who is now out in paperback at 10-18. And Leah's first question is, how would you define your novel? Is it a suspense? It is a social commentary novel? Is it nature writing? So how would you define your book? Knowing that in France, nature writing is mostly about fiction. I know it's different in the US, but for France, nature writing is a fiction category. Yeah.
You know, that's a really interesting question because I have wondered and been happily surprised at how it's been very received with such open arms in France. And I think, Maylis, I think you understood from the get-go the type of book that I was trying to write, that it is not a page turner. It's not, my work is not strictly suspense. It's kind of slow burn. I think of this book as literary suspense. And so there are elements of suspense in it, but my writing, my strengths, I think, as a writer are to write lyrically, and I think also to write character-driven work. That is what feels more natural to me. To make a good, smooth plot, that's always my weak point. I always need help where my agent or my editor will say, you need to iron this out. It doesn't work, or it doesn't quite make sense for me. So I love books that sort of float across several genres. If you think about the books that I just named, you know, they all have elements of various types of genres. And so I hope that my work is the same, that it's not strictly one thing or another, that it does always have characters that are really compelling and interesting, and that readers are rooting for. And I hope, you know, I don't see myself stepping away from nature writing, really. That also feels pretty intuitive for me. So, but I have always appreciated that. I think Maylis understood from the get-go. Just, I remember talking with you on Zoom, you know, last year, and I knew that you kind of understood what I was trying to write from the get-go, and I appreciate that. C'est une très bonne question, et je dois dire que j'ai toujours eu des interrogations, et en même temps je suis agréablement surprise de la manière dont mon travail est reçu en France. Je pense que Maylis a compris tout de suite ce que je voulais faire, et que c'était pas un page turner, que c'était plutôt une sorte de tension un peu sourde comme ça. Je pense que mon texte, c'est vraiment du suspense littéraire, et c'est comme ça qu'il a été présenté en France. Pour moi, c'est assez intuitif d'écrire de manière un peu lyrique, et avec des personnages qui vraiment portent l'intrigue. Mon point faible, c'est plutôt justement la construction de l'intrigue, et c'est là toujours où j'ai besoin de l'aide de mon éditeur ou de mon agent, parce que voilà, ils peuvent me dire, voilà, ça fonctionne pas, j'ai pas exactement compris ce que tu étais en train de faire. Et il faut aussi dire que les livres que j'aime sont toujours comme ça, sur plusieurs genres, à cheval sur plusieurs genres. Les livres que je viens de citer sont tous plus ou moins dans cette catégorie où on navigue d'un genre à l'autre. Et j'aime bien l'idée que mes livres ne soient pas juste une chose ou une autre chose, mais plutôt comme ça, à la croisée des genres et des inspirations. Ce que j'aime toujours écrire, ce sont des personnages qui sont fascinants, intéressants, pour qui le lecteur a un peu envie de se battre, et que le lecteur a envie de soutenir. L'aspect nature writing est aussi assez crucial dans mon travail, et c'est quelque chose que j'explore à chaque fois. Et j'ai vraiment apprécié que Maylis comprenne tout de suite ce que j'essayais de faire. On en a parlé dès le début sur Zoom, quand le livre a été signé, le premier. Et voilà, j'ai l'impression qu'en France, en tout cas, mon travail était compris. Oui, c'est vraiment très agréable justement que ça transcende les genres comme ça, c'est original et très plaisant. J'aimerais savoir, en fait, vous avez situé votre intrigue au cœur de la nature, au sein des Appalaches. Pourquoi ce choix? Et comment expliquez-vous que ces chaînes de montagnes soient aussi emblématiques dans la littérature américaine de façon générale? And we do love that your work crosses genre like that, and it's very nice. It's a very nice read and very pleasing to read. So thank you. And also, Leah, wanted to know about the Appalachian Mountains, where you set your stories. Why did you want to write about this particular space in the US, and why do you think it's such an emblematic, an important space for US writers? Yeah. Well, I don't know if you can see. So
let's see. We'll try this. Sorry if it doesn't work. No. So this is my the woods at here. So I live kind of in that northern region of the Appalachians, and I've grown up here. I walk in the woods. We're kind of a family that's just outside a lot, and I feel most alive and comfortable outside and in the woods and in the mountains. So yeah, I feel nervous in cities. I don't like urban areas. That's, like the woods. So it felt very natural to write books that take place here with these silent woods. I wanted to place it sort of close to home. North of where I live, there is a very large national forest where I sort of picture Cooper being. We don't actually find out because, it's told from his point of view, and he would never disclose where he is. But and then the other book I was writing, Fallen Mountains. I was writing that book. My husband is an ecologist, and he was studying the effects of fracking on hydraulic fracturing on the ecosystem. And so I went up and visited one of his research sites, and that sort of triggered that environmental aspect of that book. Here in the US, traditionally, I feel like until maybe in the last decade, Appalachian was really like it was mostly Southern fiction, Southern writers. So it's like in the southern part of the United States. But more recently, there are a few of us that are writing in the Northern Appalachian, and we've sort of, I think, claimed, that this is our region too, because the Appalachian Mountains do stretch up well past where I am. Yeah, so I think you asked about it being sort of emblematic, and I think that it has been sort of a source of discussion and tension here in the US for a while, because people in the past thought of Appalachia or Appalachia as poor, uneducated, ill-equipped to navigate the modern world, et cetera, and all these things. And people, among them writers too, have sort of claimed that back and said that this is not even true. And so I think it's sort of broadening in terms of it's what it symbolizes too. Tu as le micro coupé, ouais, Maylis. Pardon, j'ai oublié. Oui, alors, et en effet, j'écris sur mes livres se passent dans les Appalaches. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais je vis vraiment dans les bois. Je vis au nord des Appalaches et j'ai grandi ici. Je marche dans la forêt tous les jours. C'est là où je me sens le plus vivante, c'est dehors, dans la montagne, dans la forêt. Je n'aime pas vraiment les endroits urbains, la ville, la foule. C'est quelque chose qui me déplaît énormément. Et donc, voilà, l'endroit où je suis me paraissait être le plus évident pour situer mes histoires. Alors, pour Le silence des repentis, le livre se passe près de chez moi. Le personnage principal ne divulguerait pas exactement où c'est, mais il y a au nord de là où j'habite une forêt, une grande forêt. Et voilà, j'imagine il ne le dit pas dans le livre, mais c'est là où je les ai situés. Et pour les rancoeurs et la terre, c'est autre chose encore. C'est mon mari fait des recherches en biologie, en écologie, et notamment sur la fracturation de certains écosystèmes. Et je suis allée sur le site de recherche, et c'est là que j'ai eu l'idée de développer ce caractère, cet aspect environnemental de mon histoire. En ce qui concerne les Appalaches en tant qu'endroit d'inspiration pour l'écriture, je pense que jusqu'à il y a environ 10 ans, les écrivains qui parlaient des Appalaches parlaient surtout du sud des Appalaches.
Et plus récemment, beaucoup d'écrivains se sont mis, enfin certains écrivains se sont mis à écrire sur le Nord parce que c'est vraiment une région très étendue. Et surtout, c'était une manière de déjouer les stéréotypes. On a eu l'idée pendant très longtemps que les Appalaches, c'était un endroit pauvre, de personnes qui n'étaient pas éduquées. Et quelque part, les écrivains qui se sont emparés de cet espace-là, c'était aussi une manière de dire c'est un préjugé, c'est un stéréotype et c'est quelque chose qui est faux. Et donc, l'idée d'amener la littérature là-dedans était aussi pour déjouer ce genre de stéréotypes. En tout cas, la vue de votre fenêtre fait rêver. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vos personnages, Cooper et sa fille Finch, et de la relation qu'ils entretiennent? So that's a wonderful full view from your window. And Leah wants to know about your main characters from The Silent Woods, Cooper and Finch. Who are they and where they are coming from and what inspired you? Well, I think it felt very refreshing to decide to write this book from one point of view, from one character, and to make it very voice driven. That was just a really fun thing for me to try to do. Think about how would Cooper see the world? How would Cooper speak? How would he describe the things around him and what's happening? I really liked writing from his point of view. There's no denying the fact that Finch was definitely influenced by my own children. My older son was 8 when I started to write the book, and then when I was finishing it, and my younger son was 8, and so I was around them a lot, and I was listening to their questions and just thinking about the way that an 8-year-old looks at the world, because they're not so young and naive that they're unaware, but they also just have a really different way of seeing the world than adults. And I really liked that ultimately there came a time in the book where we're sort of asked to think about, is Finch more moral than Cooper, or is she just more naive than Cooper? And so I just loved getting to create the dynamic between the two of them. I knew I really wanted Cooper to be a good guy who has had some very hard things happen, and who ultimately wanted to make the right choices, even though they may or may not be the choices. I don't mind the fact that some people may really judge Cooper and think he makes terrible decisions, and bringing Finch to the woods was an awful idea. And some people might say, oh, he did everything he could to protect her. I like that, he could be one or the other depending on the reader. So yeah, it was fun to create a dynamic of father-daughter with the two of them. Je dois dire que c'était assez rafraîchissant de faire une histoire avec un seul point de vue. Je voulais faire quelque chose qui était vraiment dirigé par cette voix, que le lecteur ait envie de suivre cette voix. Et donc, j'ai essayé de comprendre le point de vue de Cooper, sa manière de voir le monde, la manière dont il parlait. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié écrire. Pour Finch, il se trouve que j'ai été vraiment très, très influencée par mes propres enfants. Quand j'ai commencé à écrire le livre, mon enfant le plus grand avait 8 ans. Et quand j'ai eu fini, le plus petit avait également 8 ans. Donc, j'ai été évidemment beaucoup, beaucoup autour d'eux, et j'ai beaucoup réfléchi à leur vision du monde. Et 8 ans, c'est un âge où à la fois on comprend les choses, on n'est pas complètement ignorant de ce qui est autour de nous. Et en même temps, on a une vision très différente des adultes. Et j'ai aimé me poser la question de savoir si Finch était quelqu'un de plus moral que Cooper, ou si seulement elle était plus naïve. Et j'ai beaucoup aimé décrire cette espèce de lien, la dynamique qu'il y avait entre eux, entre le père et la fille. Pour Cooper, je voulais que ce soit un homme bien, à qui il était arrivé des choses terribles, mais qui voulait faire la chose juste
et faire le bon choix. Et j'ai aimé l'idée aussi que certaines personnes allaient avoir un jugement très dur sur Cooper, se dire il n'aurait jamais dû emmener sa fille dans les bois, c'était une très mauvaise idée, ou que d'autres, au contraire, prennent sa défense en disant il a fait tout ce qu'il a pu pour protéger ses enfants. J'ai aimé que ce soit ce genre de personnage qui allait susciter ce genre de discussion. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment procuré énormément de plaisir d'avoir d'écrire ce lien père-fille et la vision qu'ils avaient chacun du monde. Justement, vous parlez de la narration. Pourquoi vous êtes-vous justement focalisé sur la figure du père? Pourquoi n'avoir pas raconté du point de vue de Finch l'histoire? So you were talking about Cooper's point of view. Why did you choose to only see his point of view and not Finch's? I know I thought about should we do that, and we do kind of see Finch's point of view at the end. I think that became kind of and you could say why don't we hear from Scotland as well, but I felt like I really wanted this experience to be Cooper's story. It felt like it really was Cooper's story, and honestly, just as in terms of logistics, a lot of the tension of the book rests on the fact that we really only see how the world as he sees it. And again, this is kind of a spoiler alert. So for those of you who haven't read these Silent Woods, if you want to mute, you could. But I think a lot of the tension of the book does center around what's Scotland now? What is Scotland going to do? Should we trust Scotland? And so, I liked that we're seeing this from Cooper's point of view. And so I did try to make sure that by the end, when I was going back and revising, that everything that Scotland really says or does could be helpful or nice, but it feels menacing because we see it through Cooper's lens of mistrust and skepticism. So it felt like, number one, it was his story, but also a lot of the tension as I was writing really became centered around relying on that unreliable narrator. Alors, j'y ai beaucoup pensé. On voit un peu le point de vue de Finch à la fin, mais on pourrait aussi se demander pourquoi on ne voit pas le point de vue du Scotland. Et je pense que la première réponse, ce serait que je voulais vraiment que ce soit l'histoire de Cooper. C'était vraiment mon premier instinct. Et ensuite, il y a un aspect un peu logistique là-dedans, c'est que la tension du livre vient du fait qu'on ne voit que le point de vue de Cooper, on vit l'histoire à travers les yeux de Cooper. Donc attention, je vais un peu spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore lu le Silence de Repentis, mais donc n'hésitez pas à me mettre sur silence s'il le faut. Mais la tension vient aussi de Scotland et de la manière dont on le voit. Le lecteur se demande si on peut lui faire confiance ou pas. Et c'était très important pour moi quand je revenais sur mon texte et que j'ai fait les révisions, l'editing, de me dire que tout ce qui sortait de la bouche de Scotland allait avoir un caractère ambigu. Ça pouvait être extrêmement gentil et aidant, ça pouvait être aussi très menaçant. Et ça vient du fait qu'on est dans les yeux de Cooper et qu'on a son espèce de méfiance vis-à-vis du monde extérieur et notamment de Scotland. Donc, pour moi, c'était important que l'histoire soit vue à travers les yeux de ce narrateur à qui on peut faire confiance ou pas, et qui nous transmet quelque part sa méfiance. Donc voilà, à la fois je voulais que ce soit l'histoire de Cooper et en même temps, pour construire cette tension dont j'avais besoin, c'était important qu'on ne voit que son point de vue à lui. Autour justement de Cooper et de Finch, il y a des personnages secondaires, notamment Scotland. Est-ce que vous aviez déjà imaginé ces personnages à la base, ainsi que les éléments perturbateurs, ou est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure de l'écriture? Around Finch and Cooper, we have secondary characters, including Scotland. So did you incorporate them at the very beginning? Were they present on your mind when you started the novel, or with the other contradictory elements, or did you include them along the way? Scotland was definitely in the story from early on. I knew
I knew I wanted there to be someone who was there who knew things about them. But honestly, as I wrote that book, I didn't necessarily, I don't have, for when I start a book, I don't have like a, I don't outline everything. I like to write and sort of explore where things go, and it makes the revising always take a lot longer because my drafts are very messy. But I like the freedom of just exploring and being creative in the early stages. So I knew that Scotland was going to be in the story. I didn't necessarily know what he would ultimately do when I started. And I don't remember when I decided to have Marie come in. I think maybe I felt that I wanted Marie to sort of be that adult voice of reason who was able to say to Cooper, you can't hold on to this information. You do see that you need to tell the information. You can't just hold it. So she is sort of a moral voice in the book. And she also symbolized the prospect of something different and something new and something hopeful for Cooper, that his life could be a little bit different, a little bigger than what it has been for 8 years. Alors, Scotland, il était vraiment dans l'histoire très, très tôt. Je savais que je voulais un personnage qui allait connaître le passé de Cooper et Finch. Après, quand j'écris, je n'ai pas forcément tout prévu, j'ai pas un plan très précis. J'aime bien explorer les choses, voir où l'écriture m'emmène. C'est pour ça que mes premiers gestes sont toujours un peu touffus, comme ça, un peu en désordre, parce que ça me laisse la liberté d'explorer et d'être plus créative avec justement mes personnages. Donc voilà, Scotland, je savais qu'il serait là. Je savais pas forcément ce qu'il allait faire à la fin, mais en tout cas, il était là depuis le début. En ce qui concerne Marie, je sais plus exactement quand est-ce qu'elle est arrivée dans l'histoire, mais il me semble assez tôt aussi. Et je voulais qu'elle soit comme une sorte de voix adulte, une voix de la raison. Elle est la personne qui va venir pour dire à Cooper, tu ne peux pas garder cette information pour toi, tu dois la faire connaître. Et quelque part aussi, elle symbolise l'idée qu'il va y avoir un espoir, un renouveau, que sa vie, enfin la vie de Cooper et Finch peut être différente et quelque part plus grande que ce qu'elle a été pendant les 8 dernières années. Et pour terminer, avant de laisser la parole à Anthony, j'aurais donc une dernière question. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans ce roman, Le silence des repentis? Qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs retiennent avant tout? Les personnages, l'intrigue, le style, le cadre spatial, ou l'équilibre parfait entre tous ces éléments? One last question before handing the mic to Anthony. What would be for you the most important thing about the Silent Woods? What would you want the readers to keep after this reading? Would it be the characters, the geographic situation, the themes? What would you want the readers to keep after they read? Well, I don't set out to write a book with a theme in mind, and I don't set out to teach a reader something or moralize. I am always a little bit worried that could detract from the process. But I do, as I'm writing, I do try to lean into what is the theme of this book. What are the things that I want readers to wrestle with or meditate on or walk away with? So I do value the themes. So in this book, I think I hope that readers will remember the takeaway at the end, that of unmerited favor and of grace, and the idea that we can be better or more than we might think we could be, and
I do hope that readers will remember Cooper and Finch, especially. Quand je commence à écrire, j'ai pas forcément un thème en tête. Je pense que ça me distrairait quelque part dans le processus d'écriture d'avoir une sorte de thème qui serait comme un but. Mais par contre, pendant le temps de l'écriture, j'aime penser à ce que je suis en train de développer et me dire, mais qu'est-ce que les lecteurs vont tirer de ce livre-là? Donc, il y a quand même une vraie importance des thèmes au moment où j'écris. Et en ce qui concerne le silence de repentis, j'espère que les lecteurs garderont cette idée de la fin, cette idée de grâce et de rédemption. J'espère qu'ils garderont l'idée qu'on peut tous être meilleurs ou en tout cas plus que ce qu'on attend de soi-même. Et aussi, j'espère qu'ils garderont en tête les personnages de Cooper et de Finch. Très bien. Tu avais fini, hein, Léa, c'était bon? Super. Alors, on va passer maintenant aux rancœurs et la terre. Alors, on va déjà peut-être commencer par contextualiser aussi l'ordre de publication, parce que contrairement à ce qui a été dit parfois ici ou là, Les rancœurs et la terre n'est pas votre premier roman. Vous avez écrit un autre roman en 2013, Silver Like Dust, et qui donne forcément envie, puisque c'est apparemment une chronique de vos grands-parents nippo-américains et de leur internement pendant la Seconde Guerre mondiale. J'espère qu'il est prévu en 2024 chez Buchet Chastel, en passant. Et donc, nous avons à l'inverse les publications en France, c'est-à-dire que Le silence des repentis a été publié en premier, ensuite Les rancœurs et la terre, et donc potentiellement le troisième sera publié l'année prochaine. Déjà, c'est une question qui s'adresse au départ à Maylis. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi cette inversion qui fait, entre guillemets, contrepoids avec le tracé d'un écrivain? Donc ça peut être aussi intéressant. Et j'aimerais qu'elle nous parle évidemment de ce roman-là, qui est une sorte de teasing pour nous Français, dont on a hâte, j'espère, de pouvoir découvrir l'année prochaine. So Kimi, Anthony is asking about the order of publication in France, because we published first The Silent Woods and then Fallen Mountains, and he mentions your debut work, which is Silver Like Dust, and which is not for me, it's not a novel. It's memoir. It's a memoir, exactly. So he was asking me first, well, why this choice? So I'm going to answer that, and then you can. And then he wants you to speak about the order and then about Silver Like Dust. So should I'll just answer quickly about the order in France and then we'll give you. OK. En fait, il se trouve que Silver Like Dust, c'est un mémoire, c'est pas un roman. Et pour l'ordre des publications, en fait, moi, quand je suis arrivée chez Albin, j'étais chez Albin avant. Quand je suis arrivée chez Buchet en janvier 21, très vite, j'ai reçu ce manuscrit, Le silence des repentis, qui est chez St. Martin's Press aux États-Unis, qui était représenté par un agent que j'ai acheté tout de suite et que j'ai voulu publier. Et après, évidemment, je me suis intéressée à la backlist de l'auteur. Et Fallen Mountains a été publié par une plus petite maison d'édition qui s'appelle Humberjack Publishing, qui ne démarchait pas les droits étrangers. C'est pour ça que je pense qu'il n'a jamais été traduit en France, parce que franchement, c'est un excellent roman, n'importe qui aurait voulu le prendre. Et donc, j'ai d'abord publié Le silence des repentis que j'avais acheté. Très vite après avoir acheté Le silence des repentis, j'ai acheté Fallen Mountains que j'ai prévu pour l'année d'après. Et Silver Like That, c'est différent parce que donc c'est un mémoire, c'est pas un roman, c'est pas du tout du suspense, et c'est vraiment l'entrée en littérature de Kimi qui parle en effet de ses grands-parents. Et je vais la laisser en parler maintenant. So now, if you want to talk to us, I explained about St. Martin's Press selling the rights, whereas Fallen Mountains was a tinier press, so they wouldn't sell the rights abroad firsthand. And then Silver Like Dust was more of a memoir. So you can go ahead now. Okay. Yeah, my first book is a memoir. It is about the story of my grandparents who are Japanese American. And so during World War II, after the bombing of Pearl Harbor, when Japan bombed Pearl Harbor in the United States rounded up 120,000 people of Japanese descent and sent them to camps in the United States. Some people
call them prisons, some people call them camps. And so my grandparents were in their very early 20s, and when that Japan bombed Pearl Harbor, and they met at the camps. And so my story, Silver Like Dust, explores the story of what happened to them, but also my family, who for many decades had not asked questions about it, and they had not. It was sort of an issue that, you know, as a family we didn't really talk about, and nobody wanted to ask about. And so for that book, I started interviewing my grandmother and learning that story. So it's about what happened during World War II, but it's also about the story of my exploring my own family history that no one had ever talked about. And then I shifted to Fallen Mountains after that. So that was a shift. I have training in creative nonfiction and in poetry, but I decided I wanted to try to write a novel. I had an idea for it. It took me 6 years to write it. I threw away half of the manuscript and then rewrote it. So it took a really long time. And then I wrote These Silent Woods, and that was a much, I was able to write that much faster than 6 years. So I am getting faster and hopefully better. So yeah, that's the order. Silver Like Dust, c'est de la non-fiction, c'est un mémoire sur mes grands-parents qui étaient japonais-américains. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, après le bombardement de Pearl Harbor, les Américains ont envoyé environ 120 000 personnes dans des camps, des personnes d'origine japonaise dans des camps qu'on a appelés des prisons ou des camps. Mes grands-parents à l'époque avaient une vingtaine d'années et ils ont été envoyés dans ces camps, et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et Silver Like Dust est un récit de ce qui leur est arrivé. Et ça a été une manière aussi pour moi de parler de cette histoire, parce que dans ma famille, on n'en parlait pas du tout. C'était quelque chose qui n'était pas évoqué. Et donc pour ça, j'ai pu interviewer mes grands-parents, leur poser des questions et aller au bout de cette histoire. Donc c'est sur la Seconde Guerre mondiale, c'est sur cette histoire et sur l'histoire de ma famille. Après ce livre, je me suis penchée vers la fiction. J'avais fait des études de creative writing, donc d'écriture créative en poésie et en non-fiction, mais j'avais vraiment envie d'écrire un roman et j'avais une idée. Donc j'ai commencé à écrire, mais ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris 6 ans. J'ai quasiment jeté le manuscrit entier à mi-course et j'ai recommencé. Et donc après, pour les Silences des repentis, ça a été beaucoup plus vite que ça. J'ai pu écrire plus rapidement, et donc j'ai l'impression qu'avec à force, je deviens plus rapide et peut-être meilleure aussi. Donc voilà, ça a été ça l'ordre des choses. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que selon les livres que vous allez écrire, j'ai l'impression que vous avez débuté par quelque chose de personnel et qu'ensuite, plus ça avance, plus vous vous éloignez de ce côté intime. Est-ce que finalement, c'est ça votre manière d'écrire? Est-ce que plus on avance en tant qu'écrivain et plus on arrive à mettre de la distance entre celui qu'on est, celle qu'on est, et ce qu'on écrit? What's interesting is that it seems that as you write, you started with something very intimate and very personal, and then you are shifting to more fictional topics. Is that something that you feel as a writer, that the more you write, the more distance you put between who you are and what you're writing? Well, I think no, I don't think I'm putting more distance. I think with my grandmother's story, it was something that I just felt like I really wanted to tell. I really wanted to know the story, and then I wanted to write it down. And I didn't, when I wrote that book, I didn't necessarily think, oh, I'm going to be a creative nonfiction writer or a memoirist. That was a very personal story that I really wanted to tell. And I wanted to know, because I didn't know it until I started really probing and asking questions. And when I made the shift to fiction, I still think there are always none of my work is autobiographical, my fiction, but there are always pieces of my life and my experience in my novels. I can't really separate them.
So even, you know, my new novel that will come out in the United States in 2024, in that book, it's about, you know, the woman that goes missing in it is, she was living a van life, living in her van and very heavy on social media. And then she disappears. And the year that I was writing that, I was largely living in a camper with my friends. Maylis, you and I Zoomed from my camper in Texas. And so as I was traveling, I was starting to think about that book, starting to write that book. And so my experience always does influence what I'm writing, but that character is not me. And Cooper is not a character based on someone I know, or, you know, it's not me. Even though little pieces do end up sort of swimming into the book. Non, je pense pas qu'il y ait plus de distance. En ce qui concerne l'histoire de ma grand-mère, c'était une histoire que déjà j'avais envie de connaître. Et après, j'ai eu envie de l'écrire. En l'écrivant, je me suis pas dit, oh, je vais devenir quelqu'un qui écrit des récits, des mémoires, de la non-fiction. C'est juste que je voulais savoir cette histoire et ensuite laisser une trace de cette histoire. Quand je me suis dirigée vers la fiction, rien de ce que j'ai écrit n'est autobiographique, mais des petites pièces, des petits morceaux de ma vie et de qui je suis finissent toujours dans mes livres. On ne peut pas totalement séparer l'expérience qu'on a de ce qu'on écrit. En tout cas, ce n'est pas mon expérience à moi. En ce qui concerne le nouveau roman que je viens de rendre et qui sortira en 2024, ça parle d'une femme qui disparaît et qui vit dans un van, dans ces espèces de mini camping-cars aménagés, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux et d'un coup disparaît. Et il se trouve qu'à l'époque, moi, j'ai beaucoup, on a beaucoup voyagé. J'étais avec des amis dans ce genre de vie dans un van. À l'époque, Kimi et moi, Maylis, on avait fait des zooms depuis le Texas et c'était un peu, hésitant. Mais voilà, j'avais cette expérience à ce moment-là. Alors, je ne suis pas une influenceuse, je ne suis pas ce personnage-là. Pas plus que je ne suis Cooper ou que Cooper est quelqu'un que je connais, mais des morceaux de ma vie et de moi se sont intégrés dans ces histoires. D'ailleurs, tu ne comptais pas t'en tirer ainsi, Maylis, sur Buchet Chastel et le premier ouvrage, hein, bien sûr. Est-ce qu'il est possible que, étant donné que Buchet Chastel a une partie essai, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des ponts, entre guillemets, et que ce récit-là puisse être chez Buchet l'année prochaine, ou en tout cas dans les années à venir? Alors, en effet, c'est quelque chose qui s'est posé. Il se trouve que chez Buchet Non-Fiction, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est un autre éditeur. Et nous avons très récemment publié un livre exactement sur le même sujet de Daniel James Brown qui s'appelle Nous étions des géants, qui est une somme absolue sur justement le sort de ces prisonniers et aussi une partie d'entre eux qui ont été réquisitionnés par l'armée américaine et qui ont donc combattu contre leur propre pays d'origine. Donc c'est très bouleversant et je vous le recommande. Donc a priori non, d'autant plus que, en tout cas pas tout de suite, parce que quand on a installé Kimi avec le silence de repentis, on est ravis, on a eu un accueil fabuleux. Et c'est déjà compliqué d'imposer un auteur en France, un auteur étranger, un primo-romancier. Donc si on change tout de suite de catégorie entre le suspense, qui est déjà un suspense littéraire, on a eu des prix de littérature étrangère alors que c'était un polar, etc. Et que là, on vient coller un récit, on ne cède pas vraiment, je pense. Ce que les gens ont aimé, c'était pour moi le mélange entre ce suspense qui est un suspense un peu sourd, les personnages, qui est quelque chose qu'on retrouve dans toute la ligne Buchet Chastel Étranger. Moi, j'aime tout. Enfin, vraiment, je cherche des livres qui sont portés par des personnages extrêmement singuliers et forts. Et ce mélange entre suspense, personnage et le rôle de l'émotion, je trouve, qui est très fort quand elle parle de grâce et de rédemption. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé, moi, avec les journalistes, les libraires. Et les rencontres et la terre, pour moi, est tout aussi bon. Et par contre, j'ai hâte de publier le nouveau dont Kimi parle. So, sorry, Kimi, we were talking about how, Anthony was asking, will you publish Silver Like Dust? And we have a similar book that comes from the US. It's not similar, but it's like We Were Giants by Daniel Brown. That it's like a huge nonfiction book about the same, about how
people from Japan were in the camps, and then some of them had to fight for the US Army against Japan and served as like double agents. And I was saying how, it's kind of, it's a work of love to install a new author in France, and it made more sense to me to follow up with Fallen Mountains and then your next book that we talked about before. Alors, c'est intéressant qu'elle parle justement que dans son prochain roman, ça sera une femme en tant que personnage principal, parce que dans Les Rancoeurs et la Terre, j'ai trouvé justement les personnages féminins plutôt en retrait, comme écrasés un petit peu par l'environnement ou le poids du territoire. Est-ce que c'était une volonté justement de les mettre en retrait, comme pour montrer que par leur absence, il y avait une triste réalité dans cette région, que les femmes sont écrasées, entre guillemets, par l'environnement et le côté très patriarcal de cette société? Est-ce que c'était quelque chose de conscient? En tout cas, j'aimerais qu'elle nous parle de ces personnages féminins plutôt en retrait. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Maylis, mais je les trouve plutôt en retrait. So Anthony is saying that's interesting that you mentioned that in your new novel, the main character is a woman, because in Fallen Mountains, it seems that the female character are a bit behind, and they're more discreet than the male protagonists. And was it because it feels like the land is so, everywhere and heavy that they are kind of stuck? And that's why they are a little behind. Was it something you wanted to do, to put them, in a secondary place, to show how the weight of the land of them and of the patriarchal status? Was that something conscious for you? Was that something you wanted? How is your take on I think, that has been a criticism of the book. I think I have a couple things I want to say about it. I think, number one, having lived here in this area of the world, I've seen people who are much like Lainey, the female character in this book, who, for one reason or another, have just not been able to push beyond circumstance, and they are here. And what I hope is that, even though I think it could be easy for some readers to look at her and sort of feel sorry for her, or look down upon her, or think that she is not, living up to her potential. But I also think that in her own way, she is strong. And the same could be said for Teresa, Transom's girlfriend, that in their own way, they are strong. But I also feel that they are realistic for that is a reality. That sort of life is a reality for many people who live in certain regions of the United States. And I feel like I've heard some people criticize that that in that book, the female characters are not strong enough, which is very interesting, because I think as women writers, there is this pressure or maybe expectation to write a strong female character, and we're like doing something wrong if we don't do that. And so I do hear that criticism. I see that point of view, but I also feel that the characters are realistic, and I also think that they're both resourceful, and they are trying to make use of what their circumstances allow. And I hope that they're still nuanced, and I hope that they're still characters that we want to root for, even if we don't necessarily, agree with who they are and what they do. C'est quelque chose que j'ai entendu sur les rancoeurs et la terre. C'est une critique que j'ai reçue. J'ai pas mal réfléchi à ça, et moi j'ai écrit sur cet endroit du monde où je vis, et j'ai rencontré ici beaucoup de personnes comme
comme mes personnages, on se dit, bah, c'est dommage, ils n'ont pas été si loin parce que voilà, ils n'ont pas atteint leur plein potentiel. Et c'est dommage parce que je pense que quelque part, les personnages que j'écris vont quand même font avec ce qu'ils ont. Et j'ai essayé d'écrire de manière réaliste ces personnages-là qui vivent dans ce genre d'endroit. Par exemple, même Teresa, la petite amie de Trotsam, on peut imaginer qu'elle, voilà, c'est dommage, elle reste coincée à un certain endroit de sa vie. Et en même temps, c'est un personnage très réaliste pour cet endroit des Appalaches et pour certaines régions aux États-Unis en général. J'ai aussi ressenti qu'en tant qu'autrice, en tant qu'écrivaine, on a parfois une sorte d'attente, voire d'injonction à écrire des personnages féminins très forts et que si on ne le fait pas, c'est quelque part un échec. Peut-être que ça l'est, mais de mon point de vue, j'essayais d'écrire des personnages qui étaient fortes d'une manière différente, qui pouvaient faire le maximum, prendre le maximum de leurs ressources avec ce qu'elles avaient. Et j'espère que ce sont quand même des personnages nuancés, pas unidimensionnels, et aussi des personnages qu'on a envie de soutenir et qu'on a envie de suivre. Alors au contraire, ce n'était pas une critique de ma part, hein. Au contraire, j'ai trouvé ça finement joué justement de les mettre en retrait, de suggérer cette absence-là et de la marteler, mais en filigrane en fait. Je trouve que c'est au contraire beaucoup plus subtil que d'avoir des personnages manichéens. Donc au contraire, c'est tout l'inverse. Enfin voilà, c'est pas du tout une critique. Les personnages féminins me vont très bien parce qu'en effet, j'ai compris que c'était une certaine réalité et je trouve ça au contraire beaucoup plus voilà, subtil. And Anthony says he really appreciated that because you definitely feel that the characters are really realistic and it makes way more sense than if they were really, it was a very strong female character that wouldn't, make sense in this novel. And it's not like all black and white, and it's way more subtle to install it that way. So I really appreciated that and the way you built in a very nuanced way the female characters. C'était pour la rassurer. Thank you. Alors, on a un autre personnage qui est... Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un personnage principal, parce qu'à mon sens, ils ont tous leur importance. Mais Red est le shérif, c'est celui qui est à deux doigts de partir à la retraite juste avant la disparition de Thompson Schultz. Très dur à prononcer, ce personnage. Et puis, ce personnage disparaît. Et donc, il n'a jamais fauté en 22 ans, ce shérif de service, excepté une fois. Et c'est ce souvenir-là dont on ne dira rien, mais qui va ressasser et qui va le hanter, qui va faire aussi tout le sel du roman. Comment vous avez construit ce personnage-là de Red, et surtout, est-ce qu'il va revenir dans un autre roman? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose à faire avec ce personnage-là qui est très différent des autres. On l'imagine parfaitement, il est toujours décrit de manière très cinématographique. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, il y a un fil à tirer sur une longue série, comme les plus grands auteurs de polar le font, avec ce personnage-là de Red. I don't feel there is any like main character in Fallen Mountains because they all have very much of their importance. But we need to talk about Red, the sheriff, who's gonna be on how do you say that? Like leave the service. But then Francis Schultz disappears and he does not. He never did anything wrong in 22 years, so, except for this one time that we're not going to discuss, not to spoil anything. But he's very much haunted by this memory. And he's a very appealing character in the novel. How did you build him? And also, do you plan on bringing him back on a next novel? He's very different from any other character that you build. And he's very visually and cinematographically depicted. And it feels there is something to explore there, maybe a series like, big US writer do, about this main character, Red. Well, thank you, Anthony. I am sort of generally when I write a book and finally finish it and send it off, I don't think about it at all, and I don't touch it at all. I don't
even, like, I don't open the book once it's published because I've been so absorbed in it for so long that I don't want to revisit it at all. So I've never thought about making a series of that. This book, someone wanted to option it to make it into a film, but I declined the offer. But one idea that they had that I did love was to make Red a woman. And so in hindsight, I think maybe I should have done that. I think that could have been interesting to make Red a woman. So I don't have any plans. I'm so glad that Red resonated. With this book, I mentioned that it took me 6 years to write it. So I wrote a draft, and that alone took me a long time. And then I finished it, and I started looking for literary agents. I'm not sure if you have those in France, Maylis, but I needed to find an agent. And so the person who is my agent said, I read it, I like it, but I really think you need to revise it, and here are some ideas. So when I went to revise it, there was another character in the book, and chapters alternated from his point of view to the other characters, and I decided he needed to be cut. So that was 40,000 words that I cut and then had to rebuild. So I think during that time, maybe Red became a little bit larger. Yeah, I think that's how that went. So. Déjà, merci. Quand j'écris un livre et que il est envoyé, je l'ai fini, je n'y pense plus, j'y retourne plus. J'ai été tellement absorbée par ce livre et par mon écriture pendant des mois, voire des années, que je n'ai pas l'envie de le revisiter. Donc, j'ai vraiment jamais pensé à ça. Il se trouve que quand Fallen Mountain, Les Rencontres de la Terre est sorti, certaines personnes ont voulu mettre une option pour un film. J'ai refusé, mais une de leurs idées que j'ai trouvée intéressante était de faire de Red une femme. Et j'y ai pensé après et je me suis dit que oui, ça aurait été une bonne idée. Peut-être que j'aurais dû faire ça. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais en tête. Je suis ravie que Red ait eu un écho comme ça chez les lecteurs. Au début, il était moins important. J'ai écrit un premier jet. J'ai fini et j'ai cherché un agent littéraire parce qu'il se trouve qu'aux États-Unis, on peut vraiment pas du tout être publié sans un agent. Donc j'ai cherché un agent littéraire et voilà, quand j'ai trouvé celle qui est mon agent aujourd'hui, elle a dit qu'elle aimait le livre, mais qu'elle avait des idées de retravail. Et à l'époque, il y avait un autre personnage dans le livre, un autre point de vue que j'ai finalement enlevé. Et c'était presque 40 000 mots que j'ai coupé de mon manuscrit. Donc c'est là que pendant le retravail, Red est devenu beaucoup plus important et qu'il a pris toute cette dimension-là. Alors, on va faire une petite pause photo, comme on en a l'habitude. Voilà, So préparez-vous. we're going to take a picture of the screen. Parfait. Et alors, on va peut-être lui laisser la parole pour lire un premier extrait, le seul extrait qu'on a choisi, et ensuite il sera traduit par Maylis et on reprendra les questions juste après. So we're going to take a break for you to read the extract we talked about, and then I'm going to read the translation, if that's okay. But Red was turning 60 in the fall, and he could no longer deny the fact that this was a younger man's line of work. Hauling drunks to the station late at night, dragging deer off the roads, squeezing under porches with a headlamp strapped to his forehead and praying he wouldn't come face to face with anything venomous. These were things he'd once done without difficulty, things he'd actually embraced with a manly vigor, but not anymore. He was tired. He was ready for a change of pace. As he geared up for his retirement, Red looked back on his time as sheriff with a sense of satisfaction. Well, mostly. 22 years of service and only one indiscretion, one real regret, a mishandling of sorts, and so long ago. In the grand scheme, it wasn't a legacy to be ashamed of. Red knew that. But recently,
with Transome Schultz back in Fallen Mountains, with that unimaginable mess he'd fashioned out at the Hardy farm, Red found himself thinking quite a bit about that mistake, about what he'd let Transome get away with all those years ago, but even more about the boy who'd paid dearly for Red's silence. Possum, he was called then, and was still called, even though he was a grown man now. Red fêterait toutefois ses 60 ans à l'automne et il ne pouvait plus fermer les yeux. C'était un métier pour un homme plus jeune. Traîner des ivrognes au poste de police tard dans la nuit, dégager le gibier mort sur la chaussée, se faufiler sous les porches équipés d'une lampe frontale en priant pour ne pas se retrouver nez à nez avec une bête venimeuse. Autant de missions dont il s'acquittait autrefois sans difficulté, dont il se saisissait même avec la vigueur d'un homme dans la force de l'âge. Mais plus maintenant. La fatigue était là, il se sentait prêt à un changement de rythme. Et à l'aube de son départ en retraite, Red envisageait avec satisfaction ses nombreuses années à ce poste de shérif. Pour l'essentiel en tout cas. 22 années de service et une seule erreur de jeunesse, un seul véritable regret, une affaire mal gérée des années auparavant. À l'heure des comptes, Red n'avait pas à rougir de son bilan, il le savait. Et pourtant, ces derniers temps, depuis le retour de Transome Schultz à Fallen Mountains et le bazar monstre qu'il avait réussi à semer à la ferme Hardy, Red se surprenait à penser de nouveau à cette erreur, à Transome, qu'il avait laissé s'en tirer, mais surtout au garçon qui avait payé le prix fort pour son silence. Possum. Tout le monde l'appelait ainsi à l'époque, et aujourd'hui encore d'ailleurs, ce surnom lui était resté. Merci à toutes les deux. Alors, j'aimerais qu'on parle, tout à l'heure, elle en a un petit peu parlé sur le sujet même du livre, ou en tout cas la thématique sous-jacente. Il y a déjà deux personnalités qui sont radicalement différentes dans ce livre-là. Il y en a un qui aime particulièrement la terre et l'autre qui aime passionnément l'argent, parce que l'argent, forcément, vicie un petit peu tout autour de soi. Ce que j'aimerais savoir, c'est cette appartenance à la terre et aux racines qui se fonde donc sur la forêt nationale d'Allegheny. Qu'est-ce qu'elle représente pour elle, cette forêt? Et surtout, comment se passe la situation là-bas, notamment au niveau des compagnies forestières et pétrolières? Est-ce que j'imagine que tout est vrai dans ce roman, mais comment elle l'a traité? Est-ce qu'elle l'a traité de manière totalement non-fiction, dans une certaine mesure, ou au contraire, est-ce qu'elle a romancé certains passages? Comment elle a traité cette matière brute, cette matière terreuse, qui prend tout son sens aussi à travers les sentiments des hommes? So you spoke a bit about it before. There is a main theme in Fallen Mountains. Two main personalities. One of them really loves the land and is very attached to the land. The other is more into the money. How did you approach this feeling of belonging to the land and to a territory, and especially with the forest, with the land of the forest and the oil companies? How did you approach that? Was it more in a non-fiction way, or did you put fiction into it? How did you approach this matter, and including the feelings of your characters in it? I really liked the idea that there is a character who feels very connected to his land, who loves the land very much. I think that's very common for people, especially someone whose land has been in the family, that is like a family owned piece of land for a long time, and that feels very important to that person. And then when I was writing this book and I knew I wanted it to be about land and a dispute over land, I started to think about how far would a person go to keep that land safe, and what would it feel like when someone doesn't care about that thing that feels so important to you. So I liked playing the two of them off of each other, but also that deep down they did care about each other. Transome and Chase do care about each other, so I liked the tension there. I started writing this book and I initially envisioned that this would be sort of over farmland, and in Pennsylvania where I live, farms sometimes are turned, kind of frequently though, they're
bought by housing developments, and they're turned into a bunch of housing, you know, a big complex for housing. But in the middle of writing this book, I went up to see that place where my husband was researching, and saw where the hydraulic fracturing was happening. And I saw how very, very greatly they had affected the land, how they totally changed the landscape. And then I started digging into that. I always end up doing some research with my books. And so just thinking about what that sometimes looks like for the owner of the land, and the real issue is that there a lot of times you just can make a lot more money doing something like that off your land than you can farming it, and farming is such hard work, and so that people end up making that decision. But I liked that it's a hard decision, and that it ends up being sort of at the center of the book between these two characters. Je voulais vraiment explorer la manière dont les gens pouvaient être vraiment connectés à la terre et à leur espace. C'est très fréquent dans ce genre d'endroit, et spécialement quand le territoire en question est quelque chose qui est dans votre famille depuis longtemps. Il y a une importance qui est quasiment comme un personnage, et c'est de là que viennent les conflits de territoire, je pense. Et je voulais vraiment m'intéresser à jusqu'où une personne pourrait aller pour garder cet endroit-là, pour garder ce qui lui appartient. Et qu'est-ce qui se passerait si une autre personne n'estimait que ça n'avait aucune importance. Et c'est cette tension-là que je voulais explorer. Et je voulais aussi, c'est important pour moi que ces deux personnages qui sont aux deux extrémités du spectre, finalement, ils ont une affection l'un pour l'autre, parce que Transom et Chase, ils ont une affection l'un pour l'autre, et c'est ça qui va aussi créer la tension au milieu d'eux, dans leurs deux positions. En ce qui concerne le travail de la ferme et de la terre, ici en Pennsylvanie, il y a énormément de fermes qui sont vendues pour des projets immobiliers, découpées, et puis ça devient des grands projets immobiliers. C'est quelque chose qui existe beaucoup. Et au moment où j'écrivais ce livre, comme je l'ai dit, je suis allée voir sur le site de recherche de mon mari, qui fait donc la fracture hydraulique, c'est-à-dire vraiment faire des grandes percées dans des terrains pour trouver des différents minéraux. Et j'ai pu voir la manière dont ça avait un effet sur la terre, un effet très fort sur le terrain. Et j'ai voulu faire des recherches là-dessus. Je fais toujours des recherches pour mes livres, mais là, voilà, c'était vraiment le cœur de mes recherches, parce que c'est une question qui est très présente ici, de se dire que beaucoup de gens qui gagnent très peu d'argent en faisant le travail de la ferme peuvent gagner beaucoup plus en donnant des contrats à ce genre d'exploitation. Et c'est une décision qui est très dure à prendre. Et voilà, c'est ça qui m'a inspirée pour le livre. Ce que j'ai trouvé plutôt amusant, c'est que dans les deux romans, dans les remerciements, vous remerciez différentes personnes qui vous ont fait modifier la fin de chaque ouvrage. Est-ce que terminer un roman, ça vous hante? What Anthony found very interesting is that in both of your novel, you thank someone that had your ending changed. And is it something that haunts you, the ending and ending the novel? I do think a lot about the ending. Yeah, yes, I didn't even realize, but you're right. I've ended up changing both of the endings. And right now, you know, I just finished a big revision on my new novel, and my editor said the ending wasn't right yet, so I had to shuffle chapters around and make some changes. So hopefully it's right now, but we'll see. Yeah, I'm a writer that thinks a lot about every line, you know, every sentence. And so it's always, I think, important to end on the right note. And I don't know if it's, I agree with the new edits on the book. I think the editor on this new book just told me, you know, let's rethink the ending. And so I think her impulse was correct. So yes, it's probably not one of my strengths as a writer.
C'est vrai que je réfléchis beaucoup à la fin et j'avais pas eu conscience de ça avant, mais effectivement, j'ai changé la fin de mes deux romans. Et là, dans le roman que je viens de rendre, il n'est pas encore tout à fait au point. Et donc, mon éditrice m'a déjà fait bouger plusieurs chapitres et on va sans doute revoir la fin. Je suis une autrice qui est vraiment sur voilà, chaque ligne, chaque phrase, chaque mot est important pour moi. Et donc, ça me paraît important de finir sur une note juste. Donc là, tous les retours éditoriaux que j'ai eus sur ce livre me paraissent très pertinents et je vais les explorer. C'est sans doute pas mon fort au premier jet de savoir comment finir, mais c'est très important pour moi. Je la trouve toujours très modeste et humble dans ses remerciements. À chaque fois, je trouve c'est plutôt rare hein, pour un auteur de dire à quel point l'éditeur ou ceux qui les entourent permettent d'améliorer ou de modifier quelque chose. Et je trouve qu'elle le dit parfaitement bien dans les remerciements. Anne, c'est à toi, après. Pardon. Anthony says that it's very uncommon to have such humble and this type of acknowledgements in the end, saying like, "Oh, my editor did so much, and I had so much help." It's not that common, and to have that to see that with an author, and he finds it refreshing. Well, I think a lot of us do end up needing a lot of people to weigh in. I know right now with this book that I'm working on, I have kind of gotten to the point where I would not be able to see a mistake if there was a mistake. I may have, I worked on this draft copying and pasting into a new document, and I was worried that I had copied, a couple chapters twice just because you are so immersed in it and you've looked at it so many times you just don't even see any shortcoming or any even blatant error, like a spelling error or something. I would just totally miss it. So we all end up needing help. Oui, je crois que on est nombreux, les auteurs, à avoir besoin de beaucoup de gens pour donner leur avis et pour soutenir ce travail d'écriture. Là, je suis à un point dans mon texte où voilà, j'ai révisé, j'ai travaillé beaucoup dessus et je serais incapable de voir la moindre erreur. Là, je suis dans une situation où je fais des copier-coller d'un document à l'autre pour reconstruire, modifier l'ordre des chapitres et modifier la structure du texte. Et je suis terrifiée à l'idée de copier un chapitre deux fois ou de même une erreur grammaticale ou d'orthographe. Là, je suis plus du tout capable de le voir. J'ai trop travaillé sur ce texte. Donc oui, je pense qu'on l'écriture, on a toujours besoin d'un œil extérieur et d'un regard extérieur et je suis vraiment contente de l'avoir. Anne. Bonsoir. Alors, moi, je trouve pas du tout que la fin, ce soit une faiblesse chez vous parce que j'ai beaucoup aimé cette fin. J'ai surtout trouvé que vous jouiez avec nos nerfs euh, et dans une espèce d'accélération. Et je voulais savoir si il vous arrive, du coup, quand vous écrivez, et particulièrement la fin d'un roman comme ça, si vous pensez à votre lecteur ou pas. Ou si finalement, non, cette fin s'est déroulée sans penser justement au nerf du lecteur qui veut savoir. Et à chaque page, on se dit, ça y est, je sais. Et non, ça change. Oui, bon, d'accord, je sais. Non, ça change. C'est très, très bien fait. Donc, bravo pour ça. So Anne does not think at all that your weak point is the ending because she really loved the ending. I think she's talking about the silent woods. And you really play with no, les rancoeurs. No, so I'm sorry, it's fallen on text. You really play with the reader's nerves and how he approaches the tension. Do you think about the reader while you write? And do you think about him guessing and wondering, thinking now he got it right and now, no, it's not that, and you're going to go again with us? And do you enjoy playing like that with the reader, or do you not have him in mind at all? Well, I think I am getting a little better at thinking about the fact that there is a reader, that there are readers on the other end of it. I think, in the past, I think with Fallen Mountains, and even now on the new novel out, my editor will comment like,
nothing has happened for 30 pages now. You know, like I'll just be, you know, describing the landscape or delving into a character. And then, so I need these readers to rein me in and say, like, this is nicely written. That's a really lovely picture that you painted, but nothing has actually happened. And so I always need, I sometimes need a little prompting to keep me moving forward, like to keep, because that type of stuff is interesting to me. And generally, when I read a book, I'm not bored. And so, but I know many readers will get bored. And so it's good. I have to get that reminder sometimes, like people want to keep reading, so you just can't describe the landscape for 30 pages. You know, you need to have some action on the page. So I'm becoming a little more aware of that. But even now I'll make, you know, I'll have to write down a physical list with chapters, because I will, you know, I'm writing and then I need to remind myself, like, okay, this chapter would go better here because this is more interesting, something important happens, but now I can have a chapter that sort of fills in this answer that's a backstory question kind of thing. So I'm becoming more aware of a reader, but sometimes I do forget. Je pense que je m'améliore dans ma perception du lecteur. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup pour Fallen Mountain, enfin Les Rencontres à la terre, ou même pour le nouveau roman dont je parlais. Souvent, les commentaires de mon éditrice, c'est de dire, là, attention, il ne s'est rien passé pendant 30 pages. Donc, quelque part, je crois qu'en tant qu'autrice, j'ai besoin de ce regard extérieur qui me dit, attention, il faut quand même qu'on ait un peu d'action. Quelqu'un qui puisse me dire, oh, magnifique, ces pages sur la nature ou sur le territoire, mais on a besoin qu'il se passe quelque chose. Moi, en tant que lectrice, c'est rare que je m'ennuie, mais je comprends que le lecteur ait quand même besoin qu'on alterne entre des passages plus contemplatifs et des passages d'action. J'y travaille, je suis en train de m'améliorer là-dessus. Et notamment là pour ce nouveau livre, j'ai fait vraiment une liste de chapitres avec ce qui s'y passe pour pouvoir alterner entre des chapitres vraiment avec plus d'action et puis des chapitres où je raconte un peu l'histoire des personnages, où je décris l'environnement. Donc c'est pas quelque chose que je fais spontanément, mais j'y travaille. Parfait. Anne, ça sera la dernière question. Kimi, I'm really happy to meet you. I had hoped to meet you last year at Quai du Polar in Lyon, where you were scheduled to appear on stage with John Woods and David Joy and talk about the Appalachian Mountains. I happen to call the Appalachian Mountains home as well as the south of France. And mine is not a question, it's a praise. I wanted to praise you for giving another image of the Appalachian Mountains, because I feel like some writers, and one in particular, but it's just giving this really, really dark image, and it is quite popular in France. It kind of drives me nuts here and there to read. I mean, it's not all the Appalachian Mountains are bad, so I wanted to thank you for what you're writing. So, moi, je voulais simplement la remercier, lui dire que j'étais ravie de la rencontrer, parce que j'avais espéré la rencontrer à Quai du Polar l'année dernière, et la remercier pour ce qu'elle écrit sur les montagnes Appalaches. Comme certains d'entre vous le savent déjà, les montagnes Appalaches sont ma deuxième maison. Et j'y suis très, très attachée. Et je suis ça me rend un peu dingue de lire certains auteurs qui en font qui en donnent une image très, très, très noire. Et non, les montagnes Appalaches ne sont pas aussi noires que certains auteurs voudraient nous le faire croire. Voilà, c'est tout. Je voulais juste la remercier, la complimenter pour ce qu'elle écrit. Merci. Thank you very much. I appreciate your kindness, and that's very, very cool that you live in both places, and thank you. I appreciate that you are confirming or affirming that that my books do give an accurate and positive picture of that area of the country. They do.
Donc merci de votre gentillesse, c'est vraiment très agréable. Merci de voir que mes livres donnent une vision différente et peut-être plus juste de cet endroit. Et c'est d'ailleurs c'est chouette que vous ayez vécu aux deux endroits. Est-ce que je peux me permettre, Maylis, une dernière question, une double? Euh, Vu que j'ai There is one last question from Anthony. last. That is two questions. Alors, les deux questions en une, c'était tout simplement, c'est qu'elle cite Walt Whitman dans Le silence des repentis et William Faulkner dans Les rancoeurs et la terre. Et c'est pas non plus anodin, j'imagine, avec cette phrase qui illumine tout le roman: le passé n'est jamais mort, il n'est même jamais le passé. J'aimerais qu'elle nous parle de l'influence de Faulkner sur son œuvre, ou en tout cas sur le roman en lui-même. Et ma deuxième question, qui n'a rien à voir, mais je triche, c'est le personnage de Mick Daschel, ce détective privé que le père de Tramson envoie pour enquêter sur sa disparition. Étant donné que le shérif ne connaît que très peu de cas dans la région puisqu'il ne se passe rien, pourquoi avoir mis à Red un nouveau détective, un personnage dans les pattes? Parce que c'est plutôt rare, ça aussi, de doubler la chose. Et je trouve ça intéressant, ce personnage de Mick Daschel qui va avoir une importance, évidemment, mais voilà ma question, ma double question. So he totally cheated because there are two questions and they have nothing to do with one of the other. But the first one is that in this these silent woods, you talk about there is an extract from Walt Whitman's poetry, and in Fallen Mountains it's Faulkner about the past. The past is not the past, is never past, it's not even the past. And what was Faulkner's influence on your work? So that's the first question. And the second question, which has nothing to do with it, is the private detective from Fallen Mountain, Mick Daschel. So he's hired by Transom's father, and it's quite uncommon to have this addition of a detective. Why did you choose to include him? Okay. The first question, I wouldn't say, I mean, I've read Faulkner. I wouldn't say that he's a huge influence, although, I think he also will write, there's a certain concision of language, I think, that I appreciate about him. And I liked that there would be someone else looking for Transom who would sort of put the heat on Red, because Red really wants to sweep things under the rug and move on to keep him, protect himself. But if there's another party there to keep him honest, sort to say, and also just to make him uncomfortable in his search and to sort of highlight his shortcomings, it seemed like a good addition to add tension. I'm not sure in France. So in the United States, there are people who are private eyes. Like I don't know if you have them there, but you can hire someone who is good at digging around for information in the United States. If you want to find people, they want to find out, is my spouse cheating on me or something, they'll hire someone to go and spy on them. And so that was kind of a fun element to bring into that book and that story. Yeah, I was about to say we have those in France, but it's mostly for extramarital affairs, French. So yeah, I get that. Alors, pour répondre à votre première question, évidemment, j'ai lu Faulkner. Je ne peux pas dire qu'il a eu une influence démesurée sur mon œuvre, mais c'est plus dans la concision du langage que je me retrouve. Voilà, en ce qui concerne l'influence de Faulkner, c'est plutôt sur cette précision et cette concision que je me retrouve en tant qu'autrice. Et en ce qui concerne le personnage de Mick Daschel, j'ai vraiment aimé l'idée qu'il y aurait ce personnage, cet élément extérieur à la ville, qui allait un peu mettre la pression à Red, parce que lui, il a plutôt envie de passer à autre chose et de mettre ça sous le tapis. Mais le personnage de Mick est comme une sorte de tierce personne qui va
lui rendre la vie un peu moins simple, le mettre mal à l'aise et montrer un peu ses échecs et là où il n'y arrive pas. Donc je pensais que c'était une bonne addition de tension. Il se trouve qu'aux États-Unis, voilà, on peut engager un détective privé pour voilà, chercher ici ou là des choses. Et par exemple, si je voulais savoir si mon mari me trompait, je pourrais engager un détective privé. C'est quelque chose qui se fait et j'ai trouvé que c'était une idée assez amusante pour ce roman. Parfait. Merci. Merci infiniment. Il est temps de vous remercier toutes et tous. Merci Julia, merci Aurélie de chez 1018, mais surtout merci Maylis ce soir, une fois de plus, pour cette traduction magnifique. Je sais que ça n'a pas dû être évident parce que les réponses étaient longues. Alors vraiment, bravo, merci infiniment. Et merci Léa, bien sûr, d'avoir co-animé cette rencontre avec moi. Et merci Kimi. Thank you Kimi, évidemment. Évidemment, merci pour ces 2 livres. Et si Léa, tu veux rajouter quelque chose, évidemment, n'hésite pas. Bah, tout simplement, merci moi aussi. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci d'avoir pu organiser cette rencontre avec toi, Anthony, et avec Maylis, Julia et Kimi. Merci. Thank you everyone, thank you Kimi. Et merci aussi, c'était très sympa de pouvoir faire ça. Merci à toi. Et tu as passé parfois quelques moments à parler de toi à la 3e personne et j'ai trouvé ça très, très élégant. Tu l'as fait de manière très élégante. Écoute, merci. Thank you so much, Kimi, to make time for us. It was very nice, and it's always a pleasure to hear you and to read your novels. Thank you for translating. Thank you all for reading, and I've just been so very, very honored and so grateful to have so many readers who are embracing my work in France. So thank you very much for that, and thank you for having me today. It was a pleasure. Merci à tous. Bonne soirée. Bye, Kimi. See you soon. Bye. Thank you. Bye. Bye bye.